Warren. Je suis étudiant. Enfin, je l'étais. Nous sommes le 18 février et je ne me suis toujours pas remis de la veille. Hier était une date symbolique pour moi. Cela faisait 1 an tout juste que ma vie avait basculé. 1 an que j'avais perdu toute estime de moi-même. 1 an que je n'avais pas repris le volant. J'avais essayé pourtant, mais le simple fait d'enclencher le contact imbibait mon esprit d'images insoutenables que je cherchais à oublier. Depuis ce jour, je privilégie donc la marche pour me déplacer. Seulement 5 km séparent mon appartement du cabinet de mon psychiatre. Je lui ai toujours rien dit sur ce qui s'est passé, mais j'ai rendez-vous avec lui ce soir. Bref, pour en revenir à hier, il était 22h quand j'ai reçu la notification. Une photo transmise par un numéro inconnu. Il n'a fallu que quelques secondes pour qu'elle me mette dans un état d'impuissance. Quelques secondes pour que les frissons envahissent tous les recoins de mon corps. Il n'y avait rien de gore sur cette image. Pas de sang, pas de blessés. Seulement un homme sous la pluie, de dos, à peu près 15 mètres du photographe, traversant un passage piéton. Le seul problème sur cette image est que l'homme en question, c'était moi. Je n'avais aucune idée de qui avait pu me faire une blague de la sorte, car je n'avais aucun délire de ce type avec mes amis, et encore moins ma famille. Cette photo contenait 2 indications importantes, le lieu et l'heure. Je savais donc qu'elle avait été prise seulement 2 heures auparavant, quand je rentrais des courses. Je ne suis pas le gars le plus parano qui existe, mais je dois vous avouer que ce soir-là, il a fallu que je vérifie par 3 fois que ma porte et mes fenêtres étaient fermées avant de réussir à dormir. Ce matin, au réveil, j'avais les symptômes typiques d'une gueule de bois sans même avoir bu. De l'absence de motivation et d'énergie, en passant par l'envie de rester au lit toute la journée. Il est maintenant 18h et j'ai toujours la photo d'hier à l'esprit. Pour la première fois de ma vie, je songe à sortir de chez moi armé, au cas où le cinglé de la veille réitérait sa plaisanterie. Il n'y a pas grand chose de dangereux chez moi, si ce n'est un bon vieux couteau de cuisine. Je me cantonne donc à cela, car c'est déjà mieux que rien. Direction ma consultation hebdomadaire. Sur la route, certains souvenirs refont surface et me forcent à m'arrêter quelques minutes, car le poids de la culpabilité me ronge de l'intérieur autant qu'il y a 1 an. Je ne peux pas continuer à tout garder pour moi, il faut que quelque chose sorte, mais je dois rester vague. Durant la séance, je la joue stratégique, et aborde uniquement l'impact de l'événement sur ma conscience plutôt que l'événement lui-même. Mon psy tente évidemment de creuser, mais je ne laisse rien filer. De toute façon, au bout d'un moment, c'est la météo qui retient le plus mon attention, et je commence à regretter de ne pas avoir amené mon parapluie. Sur le retour, je me résous à prendre un raccourci ayant mauvaise réputation, celui de la forêt de Lesneville. Cette forêt qui longe ma résidence étudiante n'est quasiment plus fréquentée depuis l'affaire Mila, une affaire sordide qui a fait du bruit dans tout le pays. Malgré un mauvais pressentiment, je me dis qu'il s'agit du chemin le plus court et le plus protégé de l'orage. Pour une fois, je laisse donc la raison me guider. Je suis tout de suite déstabilisé par l'entrée de cette forêt qui a quelque chose d'envoûtant en elle. À mesure que je m'en approche, la pollution lumineuse de la ville s'estompe, laissant peu à peu place à l'obscurité naturelle. Une obscurité belle et effrayante à la fois. Une fois à l'intérieur, les arbres jouent leur rôle de cocon protecteur face au déluge qui s'abat sur moi. Il y a au départ une forme de sérénité à s'isoler de la civilisation, absence d'odeur de diesel, de coups de klaxons impromptus et de lumières artificielles. Seule ma lampe torche et une fraction de la lune éclairent le chemin boueux qui se dévoile devant moi. Quand les distractions visuelles se dissipent, les sensations auditives se développent. Chaque craquement de branche, chaque feuille morte brisée par un rongeur dans un cercle de 10 mètres est perceptible. Une myriade de sons surplombant le chant des grillons et alimentant mes pensées. S'agit-il d'un écureuil ou d'un renard, d'un chevreuil ou d'un sanglier prêt à charger? Il y a un monde dans cette forêt, et je ne suis qu'un visiteur. À mesure que je m'enfonce dans ces sentiers sombres, je ne peux chasser certains souvenirs attachés à ce lieu, notamment la fameuse battue organisée pour Mila, une battue qui avait viré au cauchemar. C'est bien ce que je redoutais, une nouvelle photo de moi, cette fois-ci prise 20 minutes plus tôt, avant que je ne m'introduise dans cet endroit obscur. Elle est accompagnée du message suivant: « Je sais ce que tu as fait ». Cette simple phrase fait remonter en moi des émotions que j'essaye d'enfouir depuis des mois. Cette supposée blague prend maintenant une toute autre tournure, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus personnelle. Et si quelqu'un était arrivé sur les lieux avant qu'elle perde connaissance? Impossible, car les enquêteurs m'auraient déjà retrouvé grâce à lui. Ou bien peut-être que cette personne ne voulait pas qu'on me retrouve. J'essaye de me rassurer, en me disant qu'il n'oserait jamais me suivre dans ce lieu si redouté, mais l'infime possibilité de sa présence me terrifie. Dans tous les cas, il faut que j'atteigne mon appartement au plus vite, car je ne me sens plus à ma place ici.
Quelque chose sonne faux dans cette forêt, mais je ne sais pas quoi. Plus j'angoisse, plus les sonorités harmonieuses de la nature se transforment en bruits hostiles. Des bruits envahissants à l'oreille, qui s'intensifient de seconde en seconde. C'est comme si la forêt tout entière venait de prendre vie et me criait de quitter les lieux. Comme si elle avait remarqué ma peur et m'avait alors considéré comme sa proie. Je me mets donc à courir le plus vite que je peux, jusqu'à apercevoir au loin ma cible, l'un des lampadaires éclairant le parking de ma résidence. J'y suis presque et à présent, plus rien ne compte si ce n'est cette lumière, signe de sécurité et synonyme de libération. Je ne ressens plus la fatigue, mais une forme d'euphorie à l'idée de quitter définitivement cette forêt maudite. Cette lueur au loin grandit à chacun de mes pas, mais l'espoir, lui, se met à vaciller. Passé un point critique, l'endroit en question me paraît de moins en moins familier. Une fois arrivé, le semblant d'enthousiasme qui me reste se volatilise. Ce n'est pas mon parking, loin de là. D'ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y a pas non plus de route, de maison, de résidence ou de quelconque signe de vie humaine. Il n'y a que ce lampadaire planté là, seul, illuminant à peu près rien si ce n'est les feuillages autour de lui. Je ne l'ai jamais vu alors que j'ai pris cette route des dizaines de fois. Je sors mon portable, ouvre mon GPS et renseigne le trajet jusqu'à chez moi, mais rien ne se passe comme je le souhaite. Le point indiquant ma position n'est pas fixe. Il se déplace sans cesse d'un coin à l'autre de la carte. Il m'est donc impossible de savoir précisément où je suis. Ma seule chance est alors de me souvenir à quel moment j'ai bifurqué par erreur. Mais le bruit de mon souffle m'empêche de me concentrer. Cette prise de recul me permet de réaliser que quelque chose d'anormal est en train de se produire. Depuis que je suis sous ce lampadaire, la pluie s'est arrêtée, et les bruits environnants aussi. Ce n'est donc pas ma respiration qui devient de plus en plus forte, mais la forêt qui devient de plus en plus silencieuse. Même le chant des grillons a disparu. Ce silence qui s'installe est oppressant, car il n'a rien de naturel. C'est comme si toute la vie présente en ces lieux avait décidé de se taire. Le plus simple pour moi est de revenir sur mes pas, mais c'est aussi le meilleur moyen de croiser l'inconnu qui me traque. Je poursuis donc ma route dans ce silence de cathédrale où seuls mes pas sont audibles. Ça fait 40 minutes que je patrouille et maintenant je regrette de ne pas avoir pris mes gants. Cette atmosphère glaciale a des airs de zone radioactive, où toute trace de vie aurait été éradiquée. Les minutes défilent et toujours pas le moindre élément familier, que cela soit un panneau, une intersection, une barrière ou même une lumière au loin. Je suis dès lors à un stade où je fantasme à la simple idée de recevoir un quelconque signal de l'humanité, d'une odeur de pot d'échappement à un coup de klaxon impromptu, n'importe quoi me rapprochant de la ville. Mon souhait finit par être exaucé, mais pas de la manière que j'avais anticipée. Ce cinglé est ici. La photo que je viens de recevoir me dépeint moi il y a quelques instants, lorsque j'étais sous ce lampadaire. Je n'ai pourtant rien entendu autour de moi. Le pire dans tout ça est qu'elle a cette fois-ci été envoyée seulement 2 minutes après avoir été prise. Maintenant j'imagine le pire, la prochaine photo. Je reprends une marche rapide, lampe torche en main faible, couteau en main forte. Je me mets à suivre le tracé des bois sans regarder derrière moi ou sur les côtés. À chaque intersection je change de sens, une fois à droite, une fois à gauche, pour ne pas prendre le risque de tourner en rond. Comme si la baisse de température n'était pas suffisante, désormais le ciel se couvre et l'éclairage de la lune perd en intensité. Bientôt ma lampe sera la seule source de lumière ici. Je repère un arbre 2 fois plus large que moi à une quinzaine de mètres. J'éteins alors ma lampe, marche quelques mètres dans une quasi-obscurité et m'écarte discrètement du chemin pour me réfugier derrière ce tronc. C'est le moment, je suis caché, immobile, totalement silencieux. Je scrute constamment autour de moi pour vérifier qu'il n'y a aucun signal lumineux, que cela soit un flash ou un écran de portable, mais rien. Le temps passe et le fait de ne pas voir ou entendre de signes clairs de sa présence me terrorise. J'aimerais au moins savoir à quoi il ressemble, quelle est sa taille, son gabarit, pour le démystifier, mais rien. Il fait de plus en plus froid et je me surprends à claquer des dents. Je me reprends directement, mais ma patience est sur le point d'atteindre ses limites. Je sais qu'il est là et il sait que je le sais. Il ne me faut qu'un jet de lumière pour savoir sa position. Merde, j'ai oublié de me mettre en silencieux. Je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas je n'ai rien remarqué autour de moi. Je retiens ma respiration et tends l'oreille. Je me dis qu'au vu de la quantité de feuilles mortes et de branches brisées, il ne pourra pas s'approcher de moi sans faire de bruit. Je regarde le chemin puis à ma droite, à ma gauche, derrière moi, et stop. Une sensation bizarre s'empare de moi. Elle me met mal à l'aise. Je ressens une présence en face de moi, à environ 10 mètres, mais je n'ai pas de preuve visuelle ou sonore.
Il faut que je sache si je disjoncte ou pas, et il n'y a qu'un seul moyen de s'en assurer. Je sors ma lampe torche mais me mets à hésiter. J'ai peur de la suite, peur de ce que je vais découvrir. Il n'y a toujours aucun bruit. Je prends une grande inspiration et me jette à l'eau. L'effroi est si intense qu'il bloque toutes les cellules de mon organisme. Devant moi, une femme, debout, pieds nus, vêtue d'une robe blanche en partie déchiquetée. Sa peau est brûlée sur plusieurs parties du corps et sa longue chevelure brune masque son visage. Elle est immobile et ne semble pas être affectée par le froid. Je reprends le contrôle de mon corps et détale sur le champ dans le sens opposé. Je cours sans savoir où je vais, sans savoir si elle me suit. Je continue et le chemin que j'emprunte s'élargit, la terre laissant place à du bitume. Une lumière apparaît au loin. À mesure que je me rapproche de cette source lumineuse, je réalise qu'il s'agit des phares d'une voiture me faisant face. Je fais mécaniquement de grands gestes pour signaler ma présence. Dernière ligne droite avant la fin du cauchemar. C'est alors que la voiture se met à avancer vers moi. Je ralentis ma course pour cerner sa vitesse et comprends au bruit du moteur qu'elle est en train d'accélérer comme si je n'existais pas. Je m'arrête, tente de m'écarter de la route mais c'est déjà trop tard. Je ferme les yeux au moment du choc. Quand je les ouvre, je suis allongé par terre, sur le dos. Ma vision est floue, mon souffle est irrégulier et mon cœur tambourine dans ma poitrine. Le premier réflexe que j'ai est de tâtonner le sol autour de moi pour récupérer mon couteau. Sans succès. Je lève ensuite la tête et aperçois la voiture à l'arrêt à une dizaine de mètres. Une silhouette sort du véhicule. Je reprends mes esprits et ma vue s'affine. Ce n'est pas un homme, mais une femme, la même qu'auparavant. Cette femme se rapproche lentement de moi. Je regarde dans tous les sens mais je ne trouve toujours rien pour me défendre. C'est alors qu'une douleur à l'estomac m'envahit, une douleur terrible. Je baisse la tête et retrouve mon couteau, dont seul le manche dépasse de mon abdomen. La femme s'arrête à mes pieds. Elle ne dit pas un mot, mais je comprends ce qu'elle me communique. Je le sens au plus profond de moi. Un poids vient de se libérer, et je me sens enfin en paix avec moi-même alors que je rends mon dernier souffle.